Business. BFM Bourse, USA Today. Grosse actualité américaine aujourd'hui. On va faire le tour avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory. Alors on commence par l'inflation, 2,6% de hausse pour les prix à la consommation aux États-Unis en glissement annuel au mois de mars. Je parlais d'une double lecture tout à l'heure. D'un côté, c'est le chiffre le plus élevé, l'accélération la plus importante depuis 2012. Et puis de l'autre côté, on a un effet de base qui devrait malgré tout relativiser ce chiffre. Absolument, et je crois que le marché l'a bien compris, parce que si vous regardez deux choses en ce moment, les taux d'intérêt aux États-Unis, ils ont rebaissé depuis la publication de ce chiffre. Quand ils baissent, ils n'indiquent pas vraiment une crainte de l'inflation. Et le dollar, il a aussi rebaissé depuis la publication de ce chiffre des prix à la consommation. Alors pourquoi ? Vous avez prononcé le mot effet de base. C'est clair que maintenant, tous les chiffres annuels, en comparaison annuelle qui vont être publiés, ils vont être comparés avec l'année dernière, évidemment, et avec maintenant, depuis aujourd'hui, avec le mois de mars de l'année dernière. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On voit que ces chiffres de prix à la consommation, depuis le mois de mars de l'année dernière, ils sont en hausse annuelle de 2,6%. Vous allez dire, oui, attention, c'est un peu haut. En fait, pas du tout, parce que ces 2,6% ne sont jamais regardés tels quels. Ils sont toujours analysés en enlevant l'énergie et en enlevant la nourriture. Vous enlevez ces deux chiffres qui sont extrêmement volatiles, d'autant plus qu'on sait très très bien à quel point le cours du pétrole et de l'énergie a rebondi ces derniers mois. Donc vous enlevez ces deux parties du chiffre, on a une hausse annuelle de 1,6%, alors que justement, on craignait tellement l'effet de base. On aurait pu se dire, ou les marchés avaient peur qu'en fait, avec l'effet de base, on arrive tout de suite dans les clous de la Fed, je dirais, dans ces fameux 2% d'inflation. On n'y est pas. Et quand on regarde aussi les chiffres, alors en détail, on se rend compte que, en dehors évidemment de la nourriture et de l'énergie, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être des hausses de prix relativement temporaire. Pourquoi ? C'était par exemple les locations de voitures. C'est certain qu'au mois de mars de l'année dernière, les locations de voitures, plus personne n'en voulait. Elles repartent, les prix montent. Les billets d'avion. Il y a aussi de la hausse au niveau des loyers, qui avait beaucoup baissé. Donc je dirais que c'est un chiffre qui est plutôt rassurant, même si le headline, comme on dit le titre, c'est 2,6% de hausse, la hausse la plus forte depuis 2012. Le marché ne l'a pas pris comme ça. L'actualité s'accélère également autour de la crise sanitaire. Cet après-midi, la France vient d'annoncer la suspension des vols avec le Brésil. Inquiétude par rapport au développement de ce variant brésilien. Et puis du côté des laboratoires, Johnson & Johnson a annoncé cet après-midi qu'il suspendait le déploiement de son vaccin en Europe. Décision qui intervient après une demande de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, qui demande une pause dans la vaccination avec ce vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis. On retrouve un petit peu les mêmes problèmes qu'AstraZeneca, une histoire de caillot sanguin. Oui, c'est l'impression qu'on a, et c'était quand même un coup de tonnerre aux États-Unis. Vous savez que AstraZeneca n'est pas encore validé aux États-Unis ni distribué. Par contre, Johnson & Johnson, qui était le troisième vaccin à arriver, commençait à être utilisé. Alors, qu'est-ce que dit la FDA et la CDC, Center for Disease Control? Ils disent arrête total des vaccinations utilisant le vaccin Johnson & Johnson. Il y a eu 6 cas de thrombose cérébrale chez des femmes de moins de 60 ans. Regardons les détails. Il y a une conférence de presse en ce moment même. Est-ce que c'est significatif ? Je pourrais dire que oui et non. C'est pas extrêmement grave pour les États-Unis. Pourquoi ? Pour le moment, aux États-Unis, il y a eu 180 millions de doses de vaccins qui ont été donc mises dans les bras de notre brave population américaine. 180 millions de doses, c'était moitié Moderna, moitié Pfizer. Et sur ces 180 millions, seulement 6 millions de doses de Johnson & Johnson. Donc même en arrêtant Johnson & Johnson temporairement aux États-Unis, ça ne ralentira pas, en tout cas même la Maison-Blanche le dit, l'effort de vaccination qui va atteindre 200 millions d'Américains vaccinés, en tout cas pour la première fois d'ici quelques jours. Ça fait 34% de la population, 35% même, et 24% des Américains qui ont déjà eu les 2 doses. Par contre, et là, ça se complique, c'est vrai que Johnson & Johnson était, comme vous l'avez dit, un vaccin qui était très attendu
dans ce que les Américains appellent les pays émergents. Alors j'ai découvert aujourd'hui que pour les Américains, peut-être que la France est un pays émergent. Mais enfin bon, ce vaccin Johnson & Johnson, qui est appelé Johnson en Europe, devait justement être vendu et distribué en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Europe. Et c'est là que, évidemment, ça pose un problème et que le marché réagit. Le marché réagit toujours à ce genre de nouvelles, c'est normal. Alors, qu'est-ce que le marché nous dit aujourd'hui? Le marché, vous avez les secteurs qui sont en baisse, qu'il fallait attendre. Le tourisme, vous avez les compagnies aériennes, vous avez les compagnies de croisière, vous avez les compagnies d'hôtels. Non pas parce que, comme je le disais, ça va changer grand-chose aux statistiques de vaccination aux États-Unis, mais c'est vrai que ça complique beaucoup la donne pour les pays qui comptaient sur ce vaccin, et notamment, je dirais, des pays européens et donc d'Amérique du Sud. Effectivement, et ça faisait partie aussi de la stratégie vaccinale en France. L'actualité marquée aux États-Unis par une introduction en bourse sous une forme un petit peu particulière. C'est le groupe Grab qui s'introduit en bourse via un SPAC. Et c'est important puisqu'on parle de 40 milliards de dollars. Donc, ça serait la plus grosse introduction en bourse jamais effectuée.